Pour soutenir la chaîne, buy me a coffee. Merci. La Cité d'or et de plomb. Deuxième tome de la trilogie des tripodes de John Christopher. Traduit de l'anglais par Michel Poslaniec. Chapitre 2. Prisonnier dans la fosse. Nous sommes partis en fin d'après-midi. Nous avons traversé les vallées voisines au crépuscule et continué au clair de lune. Nous ne nous sommes arrêtés qu'au lever du soleil, et à ce moment-là, nous avions longé la moitié du premier lac, le plus à l'ouest des deux qui s'étalait sous notre place forte. Nous nous sommes cachés à flanc de coteau. Derrière et bien au-dessus de nous brillait le pic blanc d'où nous étions partis. Nous étions fatigués. Nous avons mangé, puis, épuisés, nous avons dormi toute la journée. Il y avait 150 kilomètres jusqu'à la rivière où nous devions trouver l'Erlkönig. Nous avions un guide, l'un des hommes connaissant le pays par les expéditions de pillage, qui nous emmènerait jusqu'à la péniche. Nous voyagions surtout de nuit, dormant le jour. Ceci se passait quelques semaines après le festin et la déclaration de Julius. Entre-temps, nous avions reçu un complément d'instruction et de préparation, à commencer par une coupe courte de nos cheveux et l'adaptation de la fausse résille sur nos crânes. Ce fut bizarre et extrêmement gênant au début, mais je me suis progressivement habitué à ce casque métallique rigide. Mes cheveux repoussaient déjà entre les mailles, et on nous assura qu'avant le début des jeux, nous ne serions pas différents des autres garçons qui avaient été coiffés dans les premières semaines de l'été, comme c'était le cas de la plupart. La nuit, nous portions des bonnets de laine, sinon le froid nous aurait gagné à travers le métal et réveillé cruellement. Henry n'avait pas fait partie de ceux qui nous avaient regardés partir. Je le comprenais, je n'aurais pas voulu non plus à sa place. Ma réaction fut d'en vouloir à Fritz de lui avoir été préféré, mais je me suis rappelé ce que Julius avait dit sur la nécessité de tempérer mes impulsions. Je me suis rappelé aussi mon ressentiment au cours de notre voyage vers le sud à l'égard de l'amitié entre Beanpole et Henry, et comment je m'étais laissé influencer par cela pendant notre séjour au château de la Tour Rouge. J'ai décidé de ne pas recommencer une chose pareille, et j'ai fait un effort particulier pour être gentil avec Fritz. Mais il a fait peu de cas de mes avances. Il est resté taciturne et effacé. J'étais prêt à le lui reprocher aussi, mais j'ai réussi à ravaler ma contrariété. Heureusement que Beanpole était avec nous. Lui et moi faisions l'essentiel de la conversation quand nous étions dans une situation où parler n'était pas risqué. Notre guide, Primo, brun et solide, l'air gauche mais en fait très sûr, parlait peu, juste le strict nécessaire en matière de conseils et de recommandations. Nous avions une semaine, mais nous avons couvert la distance en 4 jours. Nous avons parcouru une crête élevée qui longeait les ruines d'une des grandes cités. Elle suivait le méandre de la rivière qui allait être notre voie de communication. Celle-ci venait de l'est, le soleil matinal scintillant sur son cours, mais à cet endroit, elle tournait et allait vers le nord. En amont, la voie était libre, ainsi qu'entre les tristes monticules qui avaient été autrefois de hauts bâtiments, mais au-delà, il y avait de la circulation, 2 péniches descendant la rivière et peut-être une douzaine amarrées au quai d'une petite ville. Primo les désigna du doigt. L'une d'elles est l'Erlkönig. Vous pourrez y aller seul? Nous l'assurâmes que oui. Je vais rentrer. Un bref hochement de tête. Bonne chance. L'Erlkönig était l'une des plus petites péniches et mesurait environ 15 mètres de long. Elle n'avait rien de particulier. Ce n'était qu'une longue embarcation basse, s'élevant de quelques dizaines de centimètres au-dessus de la surface de l'eau, avec une timonerie arrière partiellement couverte qui protégeait le timonier des éléments. Son équipage se composait de 2 faux coiffés. L'aîné des deux s'appelait Ulf, homme d'une 40aine d'années, aux manières brusques, habitué à ponctuer ses paroles de crachat et au torse massif, qui évoquait un tonneau. Je ne l'aimais pas, surtout après sa remarque désobligeante sur ma stature légère. Son compagnon,
Moritz avait à peu près 10 ans de moins et, selon moi, était 10 fois plus agréable avec ses cheveux blonds, son visage mince et son sourire chaud et franc. Mais il n'y avait aucun doute sur celui des deux qui commandait. Moritz s'inclinait automatiquement quand Ulf donnait des ordres, et ce fut Ulf, crachant et grognant à intervalles réguliers, qui nous donna les instructions pour le voyage. « C'est une péniche pour deux, » nous dit-il. « Un garçon de plus, c'est bien assez. Il peut passer pour un apprenti. Mais davantage, ça attirerait l'attention et je ne veux pas. Vous travaillerez donc à tour de rôle sur le pont. Et quand je dis travailler, les gars, c'est pour de bon. Et les deux autres resteront dans l'entrepont sans remonter, même si on coule. On vous a appris la nécessité de la discipline, je crois. Je n'ai donc pas à y revenir. Tout ce que je veux vous dire, c'est ceci. Je me débarrasserai de quiconque me causera des ennuis, quelle qu'en soit la raison. Je sais quel boulot vous devez faire, et j'espère que vous êtes apte. Mais si vous ne vous conduisez pas intelligemment et que vous n'obéissez pas aux ordres pendant le trajet, vous ne risquez guère de faire mieux par la suite. Je n'hésiterai donc pas à supprimer celui qui n'est pas dans la ligne. Et comme je ne voudrais pas qu'il flotte dans un port et attire l'attention, j'ai un poids de fer à lui accrocher aux jambes avant de le jeter par-dessus bord. » Il s'est éclairci la voix, a craché et grogné. La dernière remarque, pensais-je, se voulait peut-être une plaisanterie. Mais je n'en étais pas certain. Il semblait capable de mettre la menace à exécution. Il a continué. « Vous êtes arrivé en avance, ce qui est mieux que d'être en retard. Il faut un jour pour charger, mais nous ne sommes pas attendus avant 3 jours. Nous pouvons partir un jour plus tôt, mais pas plus. Les 2 premiers qui resteront dans l'entrepont ont donc 2 jours d'attente avant de voir le ciel. Voulez-vous tirer au sort ?» J'ai regardé Beanpole. 2 jours sur le pont étaient largement préférables à autant au-dessous. Mais il y avait la perspective de 2 jours dans la compagnie du silencieux Fritz. Beanpole, ayant sans doute fait le même raisonnement que moi, a dit « Will et moi sommes volontaires pour rester dessous. » Ulf m'a regardé et j'ai acquiescé. Il a dit « Comme vous voulez. Moritz, montre-leur où ils peuvent dormir. » Alors que nous descendions de la colline pour gagner la rivière, Beanpole avait entrepris de réfléchir au problème de la locomotion des péniches. Celle-ci n'avait pas de voile, et même s'il y en avait eu, elles auraient été de peu d'utilité sur une rivière. Les péniches pouvaient bien sûr descendre facilement le courant, mais comment le remonteraient-elles? En nous approchant, nous avions vu qu'il y avait des roues à aubes sur les côtés, et Beanpole avait été très troublé à la pensée qu'elles étaient peut-être propulsées par une machine ayant subsisté de l'époque des anciens. La vérité fut décevante. Chaque roue était reliée à un cabestan et actionnée par des ânes pour remonter le courant. Dressés à cette tâche quand ils étaient jeunes, les ânes tiraient laborieusement et leurs efforts faisaient avancer la péniche. Cela paraissait une vie bien pénible et j'en fus chagriné, mais Moritz aimait manifestement beaucoup ces animaux et s'en occupait bien. Travaillant très peu lors de la descente de la rivière, ils étaient mis à paître chaque fois que c'était possible. Pour l'heure, ils étaient dans un champ pas très loin de la rivière et y resteraient jusqu'à ce que l'Erlkönig parte. Avant qu'ils remontent à bord, Beanpole et moi avons séjourné dans leur petite écurie où l'odeur des ânes et du fourrage se mêlait à celle des anciens chargements. Cette fois, le chargement se composait d'horloges en bois et d'objets sculptés. Ils étaient fabriqués par les habitants de la grande forêt à l'est de la rivière et étaient acheminés par voie fluviale pour être vendus. Il fallait les charger avec précaution car ils étaient fragiles et des hommes sont montés sur la péniche pour s'en occuper. Beanpole et moi étions cachés derrière les balles de foin qu'on gardait pour les ânes et nous avons fait de notre mieux pour rester silencieux. Je n'ai pourtant pas réussi à éviter d'éternuer, mais heureusement il parlait et riait suffisamment fort pour ne pas m'entendre. Ce fut cependant un soulagement quand on a démarré tôt le matin 2 jours plus tard et que la péniche a commencé son voyage. Les ânes actionnaient le cabestan, 2 au travail, 1 au repos, et Beanpole et moi avons tiré à la courte paille pour savoir qui remplacerait Fritz sur le pont. J'ai gagné et j'ai émergé par un jour sombre et venté, les rafales du nord nous apportant aussi de la pluie. L'air me parut superbement doux et frais après mon confinement, et j'avais beaucoup de choses intéressantes à voir, tant sur la rivière qu'à terre. À l'ouest, il y avait une grande plaine fertile, avec des gens au travail dans les champs. À l'est, c'étaient les collines, avec des nuages noirs qui écrasaient leurs crêtes boisées. Je n'ai cependant pas eu beaucoup de temps pour admirer le paysage. Ulf
m'a appelé pour que je prenne un seau d'eau, une brosse et un peu de savon mou et jaune. Les ponts, remarqua-t-il avec assez d'à-propos, n'avaient pas été frottés depuis des semaines. Je pouvais me rendre utile en y remédiant. L'Erlkönig progressait régulièrement, mais pas vite. Le soir avant la nuit, nous avons accosté une île où une autre péniche était déjà amarrée. C'était l'un des relais qui se trouvait apparemment tout au long des 500 milles de la rivière. Moritz m'a expliqué qu'ils étaient séparés par une distance représentant le parcours journalier minimum d'une péniche qui remonte le courant. En descendant, on couvrait généralement le double chaque jour. Même si on essayait d'atteindre le 3e relais, on risquait d'être pris par la nuit. Les péniches ne voyageaient pas la nuit. Depuis les montagnes blanches jusqu'à la rivière, nous n'avions vu aucune trace de tripode en traversant les vallées. Pendant cette journée sur le pont, j'en ai vu 2. Ils étaient loin et se déplaçaient sur la ligne d'horizon à l'ouest, à 5 ou 6 kilomètres au moins, mais les voir a réveillé ma peur et m'a fait frissonner. Pendant de longues périodes, il avait été possible d'oublier la nature exacte de la mission pour laquelle on s'était embarqué. C'était un choc brutal de se la rappeler. J'ai essayé de me consoler à la pensée qu'il n'y avait pas eu de problème jusque-là et que tout allait bien. Cela n'était pas d'un grand secours, et même cette petite consolation fut effacée le soir suivant. L'Erlkönig s'est arrêté à mi-parcours, dans une petite ville marchande. Moritz nous a expliqué qu'Ulf avait quelques affaires à traiter. Cela ne lui prendrait qu'1 heure ou 2, mais il avait décidé de rester jusqu'au lendemain matin, puisque nous étions en avance sur notre horaire. L'après-midi finissait cependant, et rien n'annonçait le retour d'Ulf. Moritz, visiblement, était de plus en plus inquiet. Finalement, il a exprimé tout haut son appréhension. Ulf, semblait-il, était un homme qui buvait parfois beaucoup. Moritz avait cru qu'il ne le ferait pas pendant ce voyage, à cause de tout ce qui en dépendait, mais si l'affaire qui l'occupait avait mal tourné et qu'il en ait été contrarié, il avait pu s'arrêter dans une taverne pour boire un coup et se consoler jusqu'à plus soif. Dans le pire des cas, il pourrait être absent plusieurs jours. C'était décourageant. Le soleil descendait et Ulf n'était toujours pas là. Moritz s'est mis à parler de nous laisser sur la péniche pour partir à sa recherche. La difficulté, c'était que l'Erlkönig était bien connu dans cette ville. Ulf et Moritz également. 2 hommes s'étaient déjà arrêtés pour dire bonjour et bavarder un peu. Si Moritz partait, Binpol devrait se débrouiller seul. C'était son jour de pont, et Moritz n'envisageait pas cela avec joie. Des soupçons risquaient de naître. On questionnerait peut-être le nouvel apprenti. Les gens de la rivière étaient curieux vis-à-vis des étrangers. Ils se connaissaient tellement bien entre eux. Et Binpol serait peut-être amené à dire quelque chose de faux. C'est Binpol qui a proposé une solution. Nous, les 3 garçons, pouvions aller chercher Ulf. En choisissant l'instant où personne ne regarderait, nous pourrions débarquer l'un après l'autre et fouiller les tavernes jusqu'à ce que nous le retrouvions. Alors nous pourrions soit le persuader de revenir, soit dire au moins à Moritz où il serait. Si nous étions interrogés, nous pourrions passer pour des voyageurs venant de loin. Après tout, la ville était un carrefour commercial. Ce n'était pas pareil que de devoir répondre à des questions sur notre rôle à bord de l'Erlkönig. Moritz était dubitatif, mais il a admis que ce n'était pas idiot. Progressivement, il s'est laissé persuader. Il était hors de question que nous allions à la recherche d'Ulf tous les 3, mais un seul, oui, Binpol, puisque c'était lui qui avait eu l'idée. Binpol est donc parti, et j'ai aussitôt entrepris de convaincre Moritz de me laisser partir aussi. J'ai été aidé dans mon entêtement par l'indifférence de Fritz. Il ne faisait pas de commentaires et était visiblement prêt à attendre que les choses s'arrangent sans lui. Ainsi, Moritz, ayant permis à l'un de nous de partir, n'avait qu'un autre cas à considérer. Je l'ai convaincu comme je l'avais prévu. Il était plus aimable qu'Ulf, beaucoup plus aimable, mais aussi moins sûr de lui. Il a insisté pour que je revienne au bout d'1 heure, que j'ai trouvé Ulf ou non, ce que j'ai accepté. J'étais impatient d'explorer une ville inconnue dans un pays inconnu. J'ai bien vérifié que personne ne surveillait la péniche, puis j'ai sauté rapidement à quai et longé le bord de l'eau. La ville était plus grande que j'avais cru en la voyant du pont de la péniche. Face à la rivière, il y avait une alignée d'entrepôts, la plupart de 3 étages. Les bâtiments étaient en partie en pierre, mais surtout en bois, avec des silhouettes d'hommes et d'animaux sculptées et peintes.
Il y avait 2 tavernes dans la rangée, et j'y ai jeté un coup d'œil rapide, bien que Beanpole y fût certainement passé avant moi. L'une d'elles était vide, à part 2 vieux fumant la pipe, attablés devant des grandes chopes de bière, qu'ils appelaient Steins, ai-je appris. L'autre taverne avait peut-être une 12aine de clients, mais j'ai pu voir très vite qu'aucun d'eux n'était Ulf. J'ai débouché dans une rue à angle droit par rapport à la rivière et je l'ai suivi. Il y avait des boutiques et pas mal de circulation, des cabriolets tirés par des poneys et d'autres voitures plus grosses ainsi que des hommes à cheval. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de monde. J'ai compris pourquoi au premier carrefour. Il était barré dans toutes les directions et bloqué par des étals de nourriture, de tissus et toutes sortes de marchandises. C'était le jour du marché. C'était vivifiant, après le long hiver d'exercice et d'études, dans l'obscurité du tunnel ou la nudité de la montagne, de se retrouver parmi des gens qui vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Et particulièrement pour moi qui, avant de m'enfuir vers les montagnes blanches, n'avais connu que la tranquillité d'un village. J'étais allé quelquefois au marché de Winchester, et j'avais été émerveillé. Cette ville-ci me semblait aussi grande que Winchester, peut-être même plus importante. Je me suis faufilé entre les éventaires. Le premier était rempli de légumes, des carottes et des petites pommes de terre, des grosses asperges blancs et verts, des petits pois et des énormes choux, des verts et des rouges. Au suivant, il y avait de la viande, pas de simples quartiers comme ceux que le boucher apportait dans mon village d'Angleterre, mais des côtelettes et de l'épaule roulée, des rôtis délicatement décorés de bardes de lard blanc. Je me suis promené en contemplant et en humant. Un étal était entièrement consacré à des fromages d'une 20aine de couleurs, de formes et de tailles différentes. Je n'aurais pas cru qu'il pouvait y en avoir une telle variété. Il y avait aussi un inventaire de poissons, avec du poisson séché ou fumé, pendu à des crochets, et du poisson frais de la rivière, posé sur une pierre, les écailles encore mouillées. À cette heure, l'obscurité tombant, certains se préparaient à fermer, mais la plupart étaient encore affairés, et le flot de chalands qui circulait était assez dense. Entre 2 étals, l'un de cuir et l'autre de coupe de drap, j'ai vu l'entrée d'une taverne, et je me suis rappelé avec culpabilité ce que j'étais censé faire. Je suis allé voir. C'était plus sombre que les tavernes du bord de l'eau, plein de fumée et rempli de silhouettes indistinctes, certaines assises, d'autres debout au comptoir. Alors que je m'avançais pour mieux voir, on m'a parlé de l'autre bout du bar. C'était un grand et très gros homme, portant une veste de cuir avec des manches en tissu vert. D'une voix bourrue et avec un tel accent que je le comprenais à peine, il me dit « Qu'est-ce que c'est ?» Moritz m'avait donné quelques pièces de l'argent du pays. J'ai fait ce qui me semblait le plus prudent et commandé une Dunkels, ce qui était le nom de la bière brune qu'on buvait couramment par là. La Stein était plus grande que ce à quoi je m'attendais. Il me l'a apportée débordante de mousse et je lui ai donné une pièce. J'ai bu et j'ai dû essuyer la mousse sur mes lèvres. Ça avait un goût doux et amer qui n'était pas désagréable. J'ai cherché Ulf du regard en explorant les nombreux coins sombres de cette salle aux murs lambrissés et décorés de têtes de cerf et de sangliers. J'ai cru un instant le voir, mais l'homme qui s'est avancé dans la lumière d'une lampe à pétrole m'était inconnu. Je me sentais inquiet. Portant une résille, j'étais évidemment considéré comme un homme et j'avais le droit d'être là. Mais je manquais de l'assurance de ceux qui étaient réellement coiffés et j'étais conscient, bien sûr, de ma différence. Ayant déterminé qu'Ulf n'était pas l'un des hommes affalés sur les tables, j'étais impatient de sortir. Aussi discrètement que possible, j'ai reposé la Stein et me suis dirigé vers la sortie. Avant que j'aie fait 2 pas, l'homme en veste de cuir m'a interpellé et je me suis retourné. « Tenez !» me dit-il en poussant vers moi des petites pièces. « Vous oubliez votre monnaie !» Je l'ai remercié et me suis préparé de nouveau à partir. Cette fois, cependant, il avait vu la Stein qui était encore aux 2/3 pleine. « Vous n'avez pas bu votre bière non plus. Voulez-vous dire qu'elle n'est pas bonne ?» Je me suis hâté de dire que si, que c'était seulement parce que je ne me sentais pas bien. À mon grand effarement, j'ai vu que les autres s'intéressaient à moi. L'homme derrière le bar semblait s'être un peu adouci, mais il a dit « Vous n'êtes pas du Württemberg, à la façon dont vous parlez. D'où venez-vous donc ?» C'était une situation pour laquelle j'avais été préparé. Nous devions prétendre venir de régions lointaines, pour ma part, d'un pays appelé Tyrol.
Dans un sens, cela a levé les soupçons. D'un autre point de vue, cependant, c'était un choix malheureux. J'ai appris plus tard que dans la ville, il y avait un fort ressentiment à l'encontre du Tyrol. L'année précédente, au jeu, un champion local avait été battu par un Tyrolien qui, prétendait-on, avait triché. Un des clients m'a ensuite demandé si j'allais au jeu, et j'ai imprudemment dit oui. Il s'ensuivit un chapelet d'insultes. Les Tyroliens étaient des tricheurs et des vantards, et méprisaient la bonne bière du Württemberg. Il faudrait les chasser de la ville, les plonger dans la rivière pour les nettoyer un peu. La seule chose à faire était de partir, et vite. J'ai encaissé les insultes et fait demi-tour pour sortir. Une fois dehors, je pouvais me perdre dans la foule. Je pensais à cela et ne regardais pas bien devant moi. Une jambe dépassait d'une table et, dans un tonnerre de rire, je me suis étalé dans la sueur qui couvrait le sol. Cela aussi, j'étais préparé à le supporter. Bien que je me sois fait mal à un genou en tombant, je me suis relevé. À ce moment-là, une main m'a attrapé les cheveux qui dépassaient de la résille et m'a violemment secoué la tête, puis balancé à nouveau par terre. J'aurais dû être content que cette attaque n'ait pas délogé la fausse résille et ne me fasse pas découvrir. J'aurais dû aussi me concentrer sur ce qui était réellement important, partir vite et retourner à la péniche sans me faire remarquer. Mais je crois que je n'ai pensé à rien d'autre qu'à la douleur et à l'humiliation. Je me suis relevé, j'ai vu un visage hilar derrière moi et je me suis jeté dessus avec fureur. Il avait sans doute un an de plus que moi, et il était plus fort et plus lourd. Il a paré le coup avec dédain. Mon esprit ne s'est pas calmé assez pour que je prenne conscience de la stupidité de ma conduite, mais suffisamment pour que la technique acquise pendant mon long entraînement prenne le dessus. J'ai feinté d'indirect et, tandis qu'il balançait un bras encore désinvolte dans ma direction, je me suis glissé sous sa défense et l'ai cogné dur au niveau du cœur. Ce fut son tour de s'étaler, et il y eut des vociférations parmi ceux qui nous entouraient. Il s'est relevé lentement, l'air furieux. Les autres ont reculé, formant un cercle en repoussant les tables. Je me suis rendu compte qu'il fallait que j'en finisse. Ça ne me faisait pas peur, mais je mesurais ma folie. J'avais été mis en garde contre ma témérité par Julius, et là, une semaine après le début d'une entreprise aussi importante, elle se manifestait déjà. Il s'est précipité sur moi, et j'ai dû parer au plus pressé. J'ai esquivé le coup et l'ai frappé au passage. Bien que plus fort que moi, il manquait totalement d'adresse. J'aurais pu danser autour de lui aussi longtemps que j'aurais voulu et le dépecer, mais ça n'allait pas du tout. Ce qu'il fallait, c'était un coup qui le mette KO. À tous égards, plus tôt ce serait fini, mieux ce serait. Aussi, comme il revenait à la charge, j'ai amorti son coup de l'épaule gauche, envoyé mon poing droit dans la région vulnérable juste sous les côtes et, en reculant, je lui ai balancé un crochet du gauche aussi puissant que j'ai pu, tandis qu'il penchait la tête en avant, le souffle coupé. J'avais mis le paquet. Il est tombé d'un bloc. Les hommes autour de nous se sont tus. J'ai regardé mon adversaire à terre et, voyant qu'il n'avait pas l'air de se relever, je me suis dirigé vers la porte, pensant que le cercle s'ouvrirait pour me laisser passer. Mais non. Ils me regardaient d'un air lugubre sans broncher. L'un d'eux s'est agenouillé près de la silhouette étendue. Il a dit « Il s'est cogné la tête. Il est peut-être blessé. » Quelqu'un d'autre a ajouté « On devrait appeler la police. » Quelques heures plus tard, je fixais les étoiles qui brillaient dans un ciel de nuit clair. J'avais froid et faim, j'étais malheureux et écœuré, j'étais prisonnier dans la fosse. J'avais eu droit à un jugement très sévère rendu par le magistrat qui m'avait interrogé. Celui que j'avais mis KO était son neveu et le fils d'un marchand important de la ville. Les dépositions disaient que je l'avais provoqué dans la taverne en faisant des commentaires dépréciatifs sur les Württembergeois, et que je l'avais frappé tandis qu'il ne regardait pas. Cela ne ressemblait nullement à ce qui s'était passé, mais il y avait eu plusieurs témoins pour confirmer cette version. Mon adversaire n'en faisait pas partie. Il avait été victime d'une commotion cérébrale en heurtant le sol et il n'était pas en état de dire quoi que ce soit à quiconque. J'étais averti que s'il ne guérissait pas, je serais assurément pendu. En attendant, j'allais être relégué à la fosse selon le bon plaisir du magistrat. C'était leur façon préférée de traiter les malfaiteurs. La fosse était ronde, d'environ 5 mètres de diamètre et de profondeur équivalente. Le fond était constitué de dalles grossières et les parois étaient en pierre assez lisse pour décourager toute tentative d'escalade, et tout en haut, des pointes de fer tournées vers l'intérieur réfrénaient plus encore toute velléité d'évasion. On m'y avait jeté comme un sac de pommes de terre et abandonné là. Je n'avais rien à manger et rien pour me couvrir, alors qu'il allait faire froid.
Je m'étais cogné le coude et éraflé le bras droit dans ma chute. Mais le plus drôle, comme m'avaient dit avec plaisir certains de mes geôliers, se produirait le lendemain. La fosse était conçue en partie pour punir, en partie pour amuser les gens. Ils avaient pour coutume de s'assembler au bord et de bombarder le malheureux prisonnier de tout ce qui leur tombait sous la main ou leur venait à l'esprit. Ce qu'ils préféraient, c'étaient les détritus de toutes sortes, légumes pourris, eau sale, ce genre de choses. Mais quand ils étaient vraiment fâchés, ils pouvaient jeter des pierres, des rondins de bois et des tessons de bouteilles. Des prisonniers avaient parfois été grièvement blessés et certains même tués. Mes ravisseurs semblaient prendre beaucoup de plaisir à cette éventualité, ainsi qu'à m'en parler. J'ai pensé que c'était bien que le ciel se soit éclairci. Je n'avais aucune protection contre les éléments. Il y avait une auge avec de l'eau près du mur, mais bien que j'eusse soif, je n'en étais pas encore au point d'en boire. Quand on m'avait jeté dans ce trou, la lumière était suffisante pour que je voie que cette eau était couverte d'une écume verdâtre. Dans cette fosse, il n'était pas question d'avoir à manger. Quand on avait trop faim, on mangeait les ordures, les os et le pain rassis qui était lancé. Cela aussi était censé être amusant. Quel idiot j'avais été! Je tremblais, jurais contre ma bêtise, et tremblais encore. La nuit passa lentement. À 2 reprises, j'ai essayé de dormir enroulé sur moi-même, mais il faisait de plus en plus froid, et je devais me lever et marcher pour activer ma circulation. J'attendais le jour, et le craignais en même temps. Je me suis demandé ce qu'il était arrivé aux autres, si Ulf était déjà rentré. Je savais qu'il n'y avait aucun espoir qu'il intervienne en ma faveur. Il était bien connu dans cette ville et ne prendrait pas le risque d'avoir l'air de s'intéresser à moi. Demain, il reprendrait la descente de la rivière en me laissant ici. Il n'y avait rien d'autre qu'il puisse faire. Un grand rond de ciel brillait au-dessus de moi. Je pouvais voir où était l'est, par la lumière plus douce qui s'y répandait. Pour changer, je me suis assis le dos au mur. La fatigue me terrassa malgré le froid. Ma tête est tombée sur ma poitrine, puis un bruit m'a réveillé brutalement. Il y avait un visage là-haut qui m'épiait. C'était une petite silhouette contre la nuit pâlissante, un lève-tôt impatient de voir la victime, et je pensais amèrement. Ce ne serait pas long avant que le bombardement commence. Puis une voix m'a appelé doucement. « Will, est-ce que ça va ?» La voix de Beanpole. Il avait apporté une corde de la péniche. Il s'est penché et l'a attachée à l'une des pointes, puis m'a jeté l'autre bout. Je l'ai attrapé et j'ai grimpé. Les pointes demandèrent quelques précautions, mais Beanpole a pu me tendre la main pour m'aider. Au bout de quelques secondes, je me suis hissé par-dessus le bord de la fosse. Nous n'avons pas perdu de temps à commenter la situation. La fosse se trouvait aux limites de la ville qui, encore endormie mais éclairée par la lueur de l'aube, restait à traverser pour atteindre l'endroit où l'Earl Koenig était ancré. Je n'avais qu'un souvenir imprécis du trajet de la veille, mais Beanpole courait avec assurance et je l'ai suivi. Il nous a fallu peut-être 10 minutes pour arriver en vue de la rivière et nous n'avons aperçu qu'un homme au loin qui a crié quelque chose mais n'a pas fait mine de se lancer à notre poursuite. Beanpole avait parfaitement calculé son coup. Nous avons passé la rue où se trouvait le marché. Une 50aine de mètres plus loin, nous serions sur le quai. Nous l'avons atteint et avons tourné à gauche. Encore autant à parcourir, passé devant la taverne et près de la péniche appelée Siegfried. Je me suis arrêté, les yeux dans le vague, et Beanpole aussi. Le Siegfried était là, c'est sûr, mais à côté, l'emplacement était vide. Au bout d'un moment, Beanpole m'a tiré par la manche. J'ai regardé ce qu'il me montrait dans la direction opposée, vers le nord. L'Earl Koenig était au milieu de la rivière à 400 mètres en aval, bateau d'enfants rapetissant rapidement à mesure qu'il prenait de la distance. C'était La Cité d'or et de plomb, 2e tome de la trilogie des Tripodes de John Christopher. Chapitre 2. Prisonnier dans la fosse. Si vous avez apprécié cette lecture, merci de liker, commenter et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.